Nouvelle édition, ce nouveau webinaire organisé par Culture RH. Je vous invite à nous faire signe dans le chat. Pour moi, ce sera le signal que tout fonctionne, tout va bien. Voilà, je vais attendre quelques secondes, le temps que ça fonctionne. Alors, je vois un premier bonjour. Bonjour Anne, bonjour Sandrine, Natacha, Cédric, tout fonctionne. Eh bien, merci pour la confirmation. Allez, hop, c'est parti. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est l'avant-dernier webinaire de l'année, sauf surprise s'il se passe des choses en décembre, mais a priori, décembre va être calme et ça fait du bien, un peu de calme aussi, mine de rien. Donc, nouvelle édition aujourd'hui. On ne se quitte plus sur ce mois de novembre. On a enchaîné les sujets. Et il y a beaucoup de sujets RH, on le sait, il y a beaucoup de choses à traiter quand on est RH. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des temps. Et notamment comment la digitalisation vient impacter cet aspect de la fonction RH. Et pour ce faire, donc, j'ai deux invités à mes côtés que je vais inviter à se présenter. Alors, de manière très aléatoire, je vois Jean-Philippe en premier. Donc, Jean-Philippe, je t'invite à nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là aujourd'hui. Voilà, dis-nous tout. Bonjour à tout le monde. Voilà, Jean-Philippe Isler, donc responsable de l'offre PME chez HeroQuartz, donc éditeur de solutions de gestion de temps. Dans le secteur de la GTA depuis, pas tout petit, hein, mais depuis près de 10 ans. Voilà, donc passionné par ce domaine et puis l'idée d'aujourd'hui, voilà, ça va être de pouvoir échanger sur voilà, ces projets GTA, sur la digitalisation de ce secteur et puis tous les enjeux un petit peu liés à la mise en place d'un outil de gestion de temps. Parfait, et tu pourras nous faire bénéficier non seulement de ton expertise sur le sujet, mais peut-être aussi de tout ce que tu observes au quotidien, puisque tu es au contact, d'entreprises, tous les Tout jours. à fait, Donc tu es exactement. bien placé, bien placé pour avoir une belle vision, du marché, et on a Gaël parmi nous aussi. Bonjour Gaël. Bonjour, bonjour à tous. Donc Gaël Rioux, je suis le DRH d'Euroquartz, et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour témoigner de mon expérience, de mon passé dans le secteur IT, parce que j'ai fait une partie de ma carrière dans ce secteur-là, mais notamment de l'impact et de l'apport qu'a pu m'apporter dans mon expérience professionnelle la digitalisation des outils de gestion des temps. Donc tu vas Voilà. être là aujourd'hui pour nous démontrer un peu la c'est la preuve par l'exemple, puisque tu C'est es la preuve par DRH, pour l'expérience terrain, Hogwarts. on va dire, avant Ouais. et après, avec les 100, pour vous dire un peu ce que j'en pense et les apports que ça a pu générer. Eh beh, parfait. Hésite pas à nous partager tous tes retours d'expérience, comme ça on aura un webinaire hyper, riche, et puis comme je le dis à chaque fois aussi, c'est important de vous le rappeler, vous qui êtes en train de nous écouter, le webinaire, il est pour vous, c'est votre webinaire, donc sentez-vous à l'aise, posez, vos questions, rebondissez, voilà, vous pouvez réagir. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de relayer vos messages auprès de Jean-Philippe et de Gaël. L'idée, voilà, c'est de vous impliquer dans ce webinaire et de vous prendre en considération, c'est super important. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble pour répondre à ce sujet de la digitalisation. Et notamment, alors j'aimerais bien peut-être en intro vous partager un peu une première stat. Elle n'est pas sur cette slide, mais elle était sur la page d'inscription, peut-être que vous l'avez vu passer. C'était 24% d'après une étude, pardon, l'augmentation mesurée de l'engagement des employés travaillant dans des organisations qui disposent d'outils numériques pour une meilleure gestion des horaires et des congés. Donc 24% en termes d'augmentation d'engagement, ce qui est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment de poser et de d'observer comment cette digitalisation, elle vient transformer la gestion des temps de travail, mais pas que finalement, parce que c'est ce que nous dit la slide, depuis 20 ans, la transformation digitale, elle impacte les RH très largement, et on le sait tous ensemble, puisqu'on aborde plein de sujets RH avec Culture RH, c'est que c'est pas que ça, c'est la paye, c'est la gestion des talents, le recrutement, l'onboarding, enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont impactés. Et Jean-Philippe, est-ce que tu veux bien rebondir sur ce chiffre qui nous interpelle? Là, on voit 12%. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, effectivement, c'est un chiffre qui est assez parlant dans le domaine de la gestion de temps. Donc, effectivement, selon une étude, qui sort tous les ans, hein, donc la dernière étude a fait apparaître que seulement 12 des entreprises, sont équipées d'une GTA. C'est vrai que si on met une loupe, hein, sur ce chiffre-là, c'est encore plus, vrai sur des entreprises, par exemple, de moins de 50 salariés, où là, le chiffre tombe carrément à 5.
Et par contre, effectivement, dès lors qu'on va être à plus de 1000 salariés, là, le chiffre augmente. Donc voilà, on va passer à plus de 50%. Donc on va dire que ce chiffre de 12% est principalement pour les entreprises de moins de 1000 salariés. Alors qu'est-ce qui explique ça? Voilà, pour faire un petit constat un petit peu sur ce chiffre, c'est vrai qu'historiquement, les entreprises ont priorisé, notamment sur les dernières 20 dernières années, donc la partie paye, la partie recrutement, gestion de talent. En fait, souvent, c'était perçu, on va dire, un peu comme plus stratégique, et plus, indispensable, que la gestion de temps. Donc c'est vrai que la question, c'est est-ce que c'est une grande oubliée? Ça l'a été, même si ça tend vraiment maintenant à s'inverser, ça c'est clair. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises et là vraiment de toute taille, hein, qui finalement je vais pas dire se contentaient, mais utilisaient des solutions, ce qu'on va appeler traditionnelles, comme, Excel, hein, parce que, Excel, c'est quand même, encore, l'outil le plus utilisé, dans beaucoup de cas pour la gestion de temps et beaucoup de processus manuels. C'est-à-dire, voilà, au niveau des congés, c'est, les feuilles papier ou effectivement au niveau même du déclaratif Mmh. horaire, donc beaucoup de papier. Donc on voit aussi, dans ce que je dis effectivement l'évolution de ces dernières années parce que ne serait-ce qu'effectivement, par la digitalisation, de facto effectivement le côté dématérialisation des congés, moins de papier, il y a plein d'arguments qui font que maintenant aussi, ne serait-ce que sur ce volet-là, la gestion de temps devient, effectivement de plus en plus, plébiscitée. Et c'est vrai que ça a été aussi un petit peu perçu comme, des solutions qui pouvaient être, voilà, un petit peu coûteuses et effectivement avec, peut-être un manque de ROI, même si effectivement on va en parler, il y a beaucoup de bénéfices à la mise en place d'une GTA. GTA, hein, pour rappel, on est sur la gestion de temps. Ça, c'est l'acronyme GT et activité. Donc l'activité, c'est quand on rajoute une brique de OK, on suit le temps de travail, enfin le temps d'absence, temps de présence des collaborateurs. L'activité vient après venir contrôler ou simplement effectivement déclarer, on verra par les différents moyens qu'on a aujourd'hui, finalement ce qu'on a réalisé dans la journée. Ça peut être sur des projets, des clients. Donc c'est pour ça que GTA, voilà, c'est pour l'explication un petit peu, là-dessus, parce que je le voyais effectivement Oui. comme une question dans le chat, voilà, pour vous donner quelques précisions là-dessus. Donc, voilà, en tout cas, pour l'explication un petit peu de ce chiffre-là. Par Mmh. expérience, pour conclure, c'est vrai que là, on le voit de plus en plus, ça, c'est vraiment quelque chose et puis moi, étant beaucoup sur les PME aussi, maintenant, on va dire qu'une GTA, devient presque un indispensable à partir vraiment de 50 salariés. Même en dessous, on a beaucoup de demandes, mais ça devient vraiment indispensable parce que par la complexité aussi de toutes les règles de calcul, les transferts aussi par rapport à la paye, tout ça, pour sécuriser toute cette partie-là. Nous, en tout cas, on a vu un essor vraiment sur ce marché, des PME, mais ça, évidemment aussi peut heu, se dupliquer aussi sur les entreprises de 250 à 1000 salariés. Mmh. Du coup, j'aimerais bien poser la question à l'audience, histoire d'avoir un petit peu un regard sur qui vous êtes et comment vous fonctionnez, chez vous. Chez vous, j'entends dans vos entreprises respectives, mais, est-ce que vous-même vous êtes équipés de solutions pour, la gestion du temps, ou peut-être même plus largement d'un SIRH, si on parle de SIRH, mais plus précisément sur la partie, GTA, est-ce que vous-même vous êtes équipés dans vos entreprises? Histoire de voir où vous en êtes et est-ce que vous rejoignez ou pas, ce chiffre de 12% ou l'autre majorité, je serais curieuse un peu, d'avoir vos retours et en attendant vos retours, du coup, je vais t'interpeller toi, Gaëlle, mais qu'est-ce qui se passe alors pour, cette autre part d'entreprise qui n'est pas équipée d'une solution de gestion des temps? C'est quoi potentiellement les conséquences pour ces entreprises-là? Et puis, je vois du nom qui apparaît dans le chat et Alizé qui dit: «Partiellement, en cours de développement, pas d'outil digital chez Stéphanie, utilisation d'un Excel». Bah, tiens, ça nous permet de Mmh. rebondir. Vas-y, Gaëlle. Ouais, petite parenthèse, hein, je suis DRH d'Euroquartz, mais j'étais DRH par ailleurs dans d'autres entreprises qui n'ont Ouais. pas été toujours non plus en tout temps équipées d'outils. Donc j'ai bien connu les deux situations. Et Mmh mh. effectivement, quand on est en gestion sous Excel ou en tout cas en traitement manuel, déjà la première chose, hein, c'est qu'on a, et je l'ai vécu, on a un risque d'erreur assez clair et c'est manifeste, parce qu'il faut ressaisir. Donc ressaisir en général par le service paye, notamment. Donc ça met aussi la paye sous tension, au moins une fois par mois supplémentaire en dehors de l'échéance mensuelle.
On n'a pas non plus de visibilité à l'instant T sur ce que sont les temps de travail des salariés. On va focaliser des équipes sur des tâches qui sont répétitives, hein, qui n'ont pas une valeur en soi très forte, sur cette saisie, ressaisie, correction, relecture, relance, également relance des salariés sur l'obtention des temps d'activité. Et on n'a pas de reporting possible, puisque les données ne sont pas centralisées, ou alors un reporting à minima, vraiment à minima, par un outil de paye qui va quand même plutôt avoir un axe coût, valorisation en euros, et pas vraiment un reporting sur le temps et les activités. Donc comment s'assurer qu'on est conforme à la législation sur le temps de travail, qu'on suit, qu'on va horodater le temps, parce que on est proche d'une obligation légale pour nous, c'est une sécurité qu'on doit s'apporter. Quand on n'est pas avec une solution digitale, c'est extrêmement compliqué. Voilà. On est quand même proche d'une obligation de résultat et de sécurité pour l'entreprise, enfin sécurisation de l'employeur, hein, j'entends, mais aussi des salariés. Donc c'est extrêmement chronophage et source de tension, très souvent. Et côté salarié, ça peut aussi avoir forcément des répercussions en miroir, hein, puisque ça peut générer quelques insatisfactions, parce que les horaires ne sont pas flexibles, le tout n'est pas flexible, on ne peut pas corriger l'outil, difficilement. La gestion des horaires est aussi beaucoup plus rigide, et la conséquence, c'est souvent des frustrations liées à des erreurs volontaires, involontaires, sur les plannings, et in fine, parfois des impacts sur le salaire, qui n'est pas le bon, ou considéré comme tel par les salariés qui considèrent que le temps, ou ce qui est remonté en paye, manuellement, n'est pas exact. Donc les conséquences sont lourdes, parce qu'en plus, Les conséquences sont impact sur le lourdes. salaire, c'est quand même le C'est point le plus sensible pour un une salarié. source d'agacement non négligeable, même si on est parfois sur des éléments à la marge, hein, on n'est pas sur des erreurs manifestes de salaire, mais des erreurs minorées de salaire de quelques heures, effectivement, c'est pas neutre. C'est une source Oui, mais d'agacement. chaque heure compte. Chaque heure peut compter, chaque heure compte, Et ouais. et ça met un doute dans le système, ce qui est quand même un peu gênant. Et puis même pour aller plus loin, je me mets dans la peau d'un salarié, ça peut même peut-être éveiller de la méfiance, un manque de Exactement, confiance envers son service RH, parce qu'une exactement. seule erreur suffit pour se dire, et pour euh, euh, stigmatiser même le service RH encore plus qu'il ne l'est déjà, en disant: «OK, de toute façon, le service RH, on connaît les clichés», et ça peut même contribuer à ça, malheureusement. En général, ça apporte un doute là où il n'y en a pas, et ça génère des questions, Mmh. sur des réponses et sur des éléments qui sont parfois conformes, et ça génère un flux de questions supplémentaires auprès des RH ou de la paye, parce Et du qu'on a une travail en plus. suspicion ou une incompréhension en disant il y a peut-être une erreur dans le traitement manuel. Mmh. Alors je lis, au fur et à mesure les réponses, il y a eu pas mal de commentaires face à la question: «Est-ce que vous utilisez un outil?» Donc Stéphanie qui disait, Excel, toujours, mais en projet de passer sur une solution GTA. Natacha: «Pas de GTA chez nous, effectif de moins de 11 salariés, mais ils ont quand même un SIRH». Un SIRH aussi pour Christelle, enfin voilà, il y a un peu de tout. Pas de GTA aussi pour Anne, application à laisser. Ah, laquelle du coup, Anne, on est curieux. Je vous lis un petit peu. Irène, pas de GTA non plus. Sandrine utilise Kelio. Et puis Anthony qui est en collectivité. SIRH plus logiciel de badgeuse pour une petite partie des agents. Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, Jean-Philippe, avec la distinction entre badgeuse et outils GTA. Et pas de GTA pour Ananis. OK. Bon, ben voilà. Et on a vraiment un panel large. Il y a des personnes il y a quand même une partie des personnes qui nous disent c'est en cours. Donc, j'imagine que vous êtes là aujourd'hui pour peut-être vous renseigner un peu plus sur ce genre d'outils. Et du coup, ce qui nous permet peut-être de faire un peu un pont avec le sujet suivant. Jean-Philippe, moi, ce que j'aimerais bien te demander, et peut-être que tu pourras même refaire du lien avec cette histoire de badgeuse, mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la digitalisation de la gestion des temps, qu'on puisse vraiment bien comprendre, et si tu peux nous l'illustrer, que ça devienne quelque chose de concret, qu'on comprenne. Oui, je vais essayer de partir sur un constat simple.
qui est propre aussi à la gestion de temps. Parce que pour moi, en fait, une des grosses particularités de la gestion de temps, c'est qu'elle concerne tout le monde. C'est vrai que par rapport à d'autres outils, des fois, qui sont vraiment uniquement qu'à certains typologies de profils dans l'entreprise, une gestion de temps, ça va autant effectivement derrière concerner ce qu'on va appeler les référents, hein, ça peut être le service RH ou voilà les admins, on va dire, du système. La décentralisation possible est conseillée, voilà, le message est passé pour les managers et également aussi l'ouverture pour les salariés. Donc c'est vrai que tous les acteurs de l'entreprise sont engagés en fait finalement dans cette transformation. Et comment ça se concrétise en fait en termes de dématérialisation? Bah, l'idée c'est que qu'on soit effectivement après super utilisateur, manager ou salarié, l'idée c'est d'avoir accès à un espace. Voilà, maintenant c'est vrai qu'avec les solutions en plus en cloud, cet espace-là, bah, comme on peut le voir, il peut être aussi accessible bah, sur un ordinateur, ça peut être sur directement effectivement une application smartphone comme la plupart des éditeurs le proposent. Après, la badgeuse, effectivement, ça peut être aussi un autre choix. Alors, la badgeuse n'est pas forcément tout le temps mise en place hein, chez les clients qui souhaitent mettre en place une GTA, mais en tout cas, voilà, ça fait partie prenante aussi souvent des demandes sur les projets. Et donc, voilà, l'idée, c'est que on va prendre l'exemple d'un salarié. Bah, digitaliser en fait sa gestion de temps, c'est de pouvoir se connecter en tant que salarié, de pouvoir bah, ne serait-ce que consulter ses compteurs, voilà, savoir où j'en suis. Le gros avantage d'une gestion de temps, c'est qu'il va savoir en temps réel où il en est au niveau de ses compteurs, parce qu'une gestion de temps, elle va pouvoir prendre l'anticipé, vu qu'elle gère aussi du planning. Donc forcément, c'est un gros avantage. Il sait exactement où il en est par rapport à ses compteurs. Il peut aussi faire ses demandes d'absence. Et puis après, il y a d'autres composantes, par exemple, voir son propre planning, être alerté potentiellement des modifications de planning quand on est dans un contexte où les plannings sont amenés à pas mal être modifiés. Ou alors, effectivement, même consulter un planning de service pour bah, quand à un moment donné, je dois positionner une demande de congé, bah, je puisse être en capacité de savoir un petit peu ce qui a déjà été posé et ça permet à tout le monde de pouvoir mieux s'organiser, même si après, derrière, le salarié, lui, il va faire sa demande, il va consulter et que derrière, l'idée, c'est que dans un outil, la digitalisation, c'est quoi? C'est de reprendre les process internes de validation, mais donc de les dématérialiser. Donc avoir ce qu'on appelle, nous, dans les outils, des systèmes de validation à un ou plusieurs niveaux, hein, sans rentrer dans les détails. Après, derrière, bah, voilà, le manager, lui, dans son espace, il va pouvoir centraliser toutes les informations liées à sa gestion de temps. Ça peut être, bah, on vient d'en parler, la validation des demandes de congés, mais aussi la gestion de son planning, de pouvoir être aussi directement alerte par rapport à certaines problématiques que le système va détecter sur le planning, des reportings. Voilà, l'idée vraiment, c'est que le manager, il puisse être en contrôle, en tout cas, de son ou ses services avec des droits effectivement qui lui sont bien définis pour pas qu'il soit dans quelque chose qui pourrait être apparenté, vous voyez, à une usine à gaz, c'est pas du tout Mmh. l'objectif. Et après derrière, effectivement, pour finir, il y a les profils qu'on va appeler plus référents, admin, RH, où là forcément on a une vue d'ensemble de tous les services, de tout l'outil. Et en plus de ça, on va ajouter la brique de paramétrage et tout ce qui est lié aux interfaces sortantes, notamment vers la paye. Donc la dématérialisation, en fait, c'est ça. Et puis le gros intérêt, c'est que tout est tracé, sécurisé, centralisé au même endroit. Et Mmh. donc forcément, quand on parlait tout à l'heure des erreurs possibles quand on fait du manuel, bah là, elles sont forcément moindres, voire nulles, parce que tout est centralisé et contrôlé aussi derrière par l'outil, quoi. Voilà. Très clair. Je t'écoutais, Tant mieux. attentive. Je buvais tes paroles, je vois pas de réaction dans le chat, donc tu peux enchaîner sur le sujet de la mobilité. La mobilité, bah, forcément, c'est un des sujets clés un peu de ces dernières années, parce que les usages changent, parce qu'à un moment donné, toutes les entreprises n'ont pas des employés aussi sédentaires, ça part de là aussi. Mmh. Donc la mobilité, déjà, bah, c'est de pouvoir, comme un peu dans notre vie de tous les jours, disposer d'une application pour accéder justement à son espace employé, de ne pas être forcément obligé d'aller sur un outil type ordinateur. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ça permet aussi pour les employés donc non sédentaires de pouvoir y accéder, facilement et puis forcément quand on parle aussi du sujet de la badgeuse, parce que ça va être une composante, comme je l'ai dit, des demandes, clients, bah, il faut savoir que même la badgeuse a évolué. C'est vrai qu'on a l'image de la badgeuse, alors au tout début, bah, c'était les pointeuses carrément cartonnées, C'est ça vrai. c'est quand c'était au tout début. Alors j'étais un peu jeune à l'époque, mais en tout cas voilà, ça a commencé par là et puis après derrière la badgeuse forcément a évolué donc maintenant on est sur des badgeuses effectivement comme on peut le voir là à l'écran, c'est un exemple. On va passer un badge effectivement devant un lecteur mais des fois, il faut faire badger tous les salariés de l'entreprise et Mmh. certains peuvent être à distance, donc il y a du badgeage aussi possible
l'application smartphone ou Mmh. alors directement sur l'ordinateur. Donc voilà, on adapte aussi la solution par rapport aux usages. Ce qu'on voit aussi dans la mobilité, c'est forcément l'accès à l'information plus rapide, parce qu'à un moment donné, quand on a fait une demande de congé et qu'on est salarié, au plus vite on est alerté qu'elle est validée, au mieux on se sent. Donc C'est vrai. forcément, c'est un peu le réflexe, je vais faire ma demande, tout ça. Et puis surtout, ça permet aussi de pouvoir faire sa demande de congé dans un autre contexte que le professionnel. Je suis à la maison, je suis en train de discuter parce que voilà, on organise un peu nos vacances, en famille. Et donc du coup, ça permet aussi de pouvoir, le faire, dans des contextes, on va dire un petit peu plus, posés, et en ayant accès aussi à toutes ces infos. Donc ça, c'est vrai que maintenant, enfin, je vais pas dire que c'est quasiment une demande systématique, mais l'application smartphone, ça c'est devenu vraiment, presque voilà, une case à cocher. C'est indispensable pour nous parce que, voilà, on souhaiterait que les salariés, puissent y arriver. Par contre, c'est vrai que nous, pour finir là sur ce sujet-là, il y a des contextes où dans des entreprises, dans certains secteurs, c'est normal, hein, il y a encore des salariés qui ne sont pas soit pas trop à l'aise avec, l'idée d'avoir l'application smartphone pour diverses raisons, hein. Ça peut être pour des raisons, entre guillemets «un peu idéologiques» ou même des raisons effectivement, pratico-pratiques. Et donc vous voyez, des outils par exemple quand on parle de badgeuse, c'est aussi un point d'entrée. C'est-à-dire que maintenant d'une badgeuse, on peut aussi faire sa demande d'absence, faire, effectivement une consultation de ses compteurs et donc comme ça on n'est pas isolé ou mis à l'écart par rapport à ceux qui sont peut-être plus en lien, direct, au quotidien avec l'informatique. Donc ça, c'est Mmh. vraiment des choses qui ont changé. Après tout ce qui est démat mobilité permet aussi, d'intégrer maintenant des nouvelles, ch on va dire des nouvelles règles qui ont été mises, des nouveaux accords qui sont beaucoup arrivés sur ces dernières années, bon, comme le télétravail, des choses comme ça. Donc, c'est des demandes qui vont être plus régulières que des demandes de congés. Donc, c'est important de pouvoir après, bénéficier d'une appli qui soit plus facilement accessible parce qu'on a besoin de plus s'y connecter en fait finalement qu'il y a quelques années. Voilà. Et ça fonctionne «bien» entre guillemets, je veux dire, c'est une demande, récurrente, le fait d'avoir l'application, sur le téléphone pour badger? Je pose la question parce que je vois Sandrine, par exemple, elle dit, badgeuse sur smartphone et ça a été abandonné pour une badgeuse que sur le poste informatique. Alors je sais pas, du coup, je me posais la question. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'essor ou pas forcément? La badgeuse sur smartphone reste à l'heure actuelle un peu plus confidentielle, cela pour 2 raisons. La première, c'est une raison qui fait qu'à un moment donné, pour faire badger sur smartphone les salariés, il faut déjà qu'ils soient équipés d'un smartphone professionnel et des fois, c'est pas Oui. toujours le cas parce que forcément, c'est Et oui. compliqué de les faire badger sur leur smartphone personnel parce que là, on flirte un peu avec la la Ouais. ligne rouge. Et deuxième cas de figure, c'est que en fait, ce qu'il y a, c'est que, la badgeuse sur smartphone, bon, il faut prendre une badgeuse sur smartphone qui peut marcher ce qu'on appelle en mode déconnecté parce que selon où on se trouve, vous voyez, ne serait-ce qu'un problème de réseau ou voilà, fait qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en possibilité de pouvoir, Mmh. badger sur smartphone. Et forcément aussi, il y a toujours en fait, si vous voulez, la question un petit peu que nous on a régulièrement de dire: «Si je fais badger sur smartphone, comment je sais qu'il est à tel endroit quand il badge?» Mmh. Parce que ça reste du badger sur smartphone. Et en fait, là, on va rentrer dans une possibilité de beaucoup d'éditeurs de pouvoir faire de la géolocalisation. Mais là, on arrive sur des sujets qu'il faut aussi discuter en interne et Mmh. qui sont quand même des sujets, assez sensibles, hein, clairement. Voilà, Mmh. parce que dans je pense, bon Gaël peut-être, Oui, oui, non, mais confirmer, totalement mais voilà. le smartphone a un avantage, effectivement, c'est souple, on l'a dans la poche. Maintenant, ça veut dire qu'on l'a dans la poche aussi où que l'on soit. Et certaines sociétés, effectivement, font le choix de rester sur poste de travail parce que sur poste de travail, ça veut bien dire qu'on est déjà dans les locaux de l'entreprise. Donc ça dépend des métiers, en fin de compte. Et effectivement, Mmh. l'autre sujet derrière, c'est la géolocalisation qui est un autre aspect, beaucoup plus sensible où effectivement il y a un encadrement, juridique et réglementaire à traiter, avant toute mise en place. Ça soulève même la question un peu de la culture d'entreprise parce que Tout à fait, enfin, tout à ça fait. soulève ça aussi, se dire: «Est-ce qu'on Oui, est dans une entreprise dans laquelle on se fait confiance? On a une culture comme ça portée sur la confiance?» ou ça soulève quand même pas mal de questionnements, je ça trouve soulève beaucoup même, de choses. Oui, sur le effectivement, cli donc le climat et la culture. ça Et mérite un peu d'accompagnement. oui, c'est sûr. Mmh. Et alors, je regarde Patricia, elle demande, «Et si les salariés sont OK pour badger sur leur téléphone perso, est-ce qu'il faut formaliser du coup, leur accord?» Elle demande. En fait, il y a toujours Vous l'idée avez des d'être cas comme ça? alors le problème, c'est s'ils sont d'accord,
est-ce que c'est suffisant? Parce que le problème, c'est qu'on peut être d'accord à la date du jour et puis s'il y a un problème un jour, Ne plus vous l'être. voyez, c'est toujours, et ne Mmh. plus l'être et même si c'est écrit, formalisé, ce qu'il y a, c'est que c'est des sujets qui peuvent entraîner, en tout cas une position un petit peu indélicate pour l'employeur. Voilà, donc Mmh. forcément, si j'avais un conseil à donner, même si, bah, comme ça a été dit dans le chat, ça a été aussi arrêté parce qu'effectivement derrière, pour certains cas, c'était compliqué Oui, vu qu'ils avaient pas de ouais, portable tu vu, perso. ouais. Mmh. C'est un des principaux obstacles qu'on rencontre sur la badgeuse sur smartphone, mais il est réel, ça pose quand même des problèmes au niveau RGPD Mmh. déjà, Bah, ça pose des d'ailleurs, problèmes, Stéphanie le comme l'a demande dit aussi par rapport à la RGPD. Donc ouais, en donc fait, ce qu'il peut-être, y a, c'est que je le déconseillerais, fortement, mmh, parce que derrière forcément ça ça peut être un risque après derrière pour l'employeur, quoi qu'il arrive, hein. OK. Donc warning sur, l'utilisation du téléphone perso. OK. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que ça marche très bien, ça marche même trop bien avec la géolocalisation, mais on est encore un peu aux prémices, parce qu'on est quand même aussi en France, on est dans un cadre aussi assez, et tant mieux, hein, voilà, assez réglementé là-dessus, donc voilà. Et peut-être une Hem, dernière question sur le volet oui. mobilité avant que tu abordes, la partie reporting. Mais Patricia, elle dit, «Est-ce que vous avez des clients dans le BTP car ils sont tous itinérants? Comment est-ce qu'ils font?» Alors, c'est une bonne question, une très bonne question. On a des clients dans le BTP, ça a aussi, son intérêt cette question-là quand on a des clients qui ont des activités saisonnières. Il y en a carrément qui font badger dans les vendanges et cetera. Alors comment ils font? Voilà, c'est la grande question. Bon, je vais pas revenir sur le volet du badgeage sur smartphone parce que évidemment cette question-là Oui, sous-entend que tout le monde n'a pas de smartphone pro. ouais. Alors c'est là où effectivement, les éditeurs ont joué un peu, de diverses astuces. En fait, ce qu'il y a, c'est que il existe une badgeuse portable. C'est pas Ah! donc c'est une badgeuse qui permet alors ça marche plutôt bien, c'est pour moi pas suffisamment assez mis en avant. En gros, le chef de chantier ou quand, là on a quelques exemples nous dans les vendanges, le chef de service ou peu importe, bah, en gros il passe avec sa badgeuse et en fait, c'est lui qui fait la il porte la badgeuse quoi. C'est une badgeuse mobile, mais vivante quoi. Voilà, donc pour faire très simple et donc c'est comme ça que ça se passe, principalement sur les chantiers ou alors une tablette qui permet d'accéder à la badgeuse dématérialisée comme sur un ordinateur et donc ils mettent leur identifiant mot de passe pour badger ou on fait un D'accord. système là-dessus. Mais vous voyez, il y a vraiment une démarche du coup, Mmh. à entretenir, et donc forcément il faut avoir une continuité. Parce qu'on va me dire effectivement dans le BTP, est-ce que le chef de chantier ou est-ce qu'il y a toujours un responsable au moment? Eh oui, ça effectivement est une question aussi importante, c'est qu'il faut qu'ils aient en tout cas le moyen, tous les jours de pouvoir, badger à ce niveau-là, quoi. Ouais, ça Mais s'organise en tout cas, il y a ça une vraie s'organise, c'est ça, organisation. donc c'est une vraie Ouais. organisation, donc forcément j'ai conscience qu'en disant ça, c'est pas forcément adapté à tous les cas, mais Oui, c'est du ça cas par cas fonctionne. après, j'imagine C'est que c'est du du cas cas par par cas. cas et toi, par exemple, ton rôle aussi, c'est peut-être aussi ça, c'est d'auditer l'entreprise et de trouver ce qui est le plus approprié au contexte de l'entreprise. Tout à fait. D'ailleurs, j'aurais une question par rapport aux hôtels, pour Ouais. répondre moi sur toute l'expérience dans les hôtels. Je vais donner un chiffre, mais quasiment 8 ou 9 fois sur 10 dans les hôtels, c'est plutôt de la badgeuse physique qui est privilégiée. L'inconvénient des fois effectivement, c'est que dans les hôtels, ça nécessite d'investir dans plusieurs badgeuses, parce que forcément le point d'entrée au niveau du badgeage n'est pas forcément le même pour tout le monde. Donc des fois dans les hôtels, il peut y avoir des badgeuses selon comment c'est fait par étage et cetera. Mais dans les hôtels, clairement, c'est la badgeuse physique qui est, principalement privilégiée. Mmh. Parce que effectivement, quand il y a pas de poste informatique individuel, techniquement, on peut avoir plusieurs salariés qui badgent sur le même poste informatique, parce que c'est un identifiant, un mot de passe qui est propre à chaque salarié, mais il faut que ce soit, envisageable. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir 15 ou 20 personnes, derrière le même poste informatique le matin parce que ça risque d'être inconfortable, quoi. Et juste pour finir, pardon, j'ai encore une question, mais comme ça, on aura tout balayé. Tout à l'heure, alors on a parlé de la badgeuse sur téléphone, donc ça, c'est un sujet, mais là, c'est un autre sujet. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que, demain, un salarié, il peut, poser ses congés depuis chez lui sur son téléphone. Donc je suppose que c'est, par exemple, il y a une application, Roquart ou quelque chose comme ça que tu vas installer. Est-ce qu'il Tout y à a fait. aussi il y a un quid de la RGPD aussi sur ça ou pas du tout, du coup? Alors c'est une très bonne question, c'est vrai qu'on l'a très régulièrement. En fait, ce qui se passe, c'est que forcément, on sort du sujet badgeuse.
Donc là, on est dans un Oui, environnement on où n'est déjà, plus sur la badgeuse. quand on dit à un salarié, tu vas pouvoir consulter tes compteurs, faire tes demandes de congés, voir ton planning, etc., l'accueil n'est pas du tout le même, hein. C'est très rare déjà qu'il y ait une appréhension parce que c'est tout ce qu'il demande et quand il n'avait pas avant, Ouais. c'est clair qu'ils sont présents. Cependant, effectivement, on ne peut pas obliger un salarié à télécharger l'appli sur son smartphone. C'est pas une obligation, hein, voilà. Oui, Donc, ça, c'est plus une offre, une possibilité, c'est c'est pas, un moyen complémentaire. Voilà, c'est pas un moyen de mmh, substitution, ça reste un moyen complémentaire. Par contre, dans mmh. les faits sur le terrain, même si au début ils sont un peu ouais, moi je veux pas de ce type d'appli parce que c'est le boulot et tout ça, on voit qu'il y a un vrai effet boule de neige. Parce que quand on voit commencer ses collègues, ah bah tiens, l'appli et je peux voir tout ça, il y en a très peu qui résistent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas avoir un texte qui oblige en interne à dire bah Oui, voilà, il bien faut que sûr. vous téléchargez l'appli. Donc ça veut dire que pour cela, il faut qu'ils puissent avoir un accès au travail pour pouvoir accéder à leur espace salarié. Donc soit effectivement ça peut être parce que chacun a un poste informatique, soit on met une borne à disposition ou vous voyez, un peu en accès libre, un PC en accès libre ou une tablette pour pouvoir effectivement leur permettre d'y accéder. OK, très clair et du coup, j'arrête de te couper sur le Non, non, du tout. volet, reporting. Alors sur le volet reporting, important en fait, c'est quoi le reporting? En fait, il y a 2, on va dire 3 niveaux pour moi de reporting. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par reporting? Il y a les reporting où vous allez avoir des éditions standardisées dans les outils, qui sont assez classiques. Par exemple, bah, un outil, ça vit, vous avez un planning dedans, donc vous avez des absences, vous avez effectivement du calcul du temps, donc plein de choses qui sont liées à ça, calcul de primes, d'heures supplémentaires, et cetera, pour ne citer que ça. Et donc les reporting, ils ont pour but de faire gagner du temps en se disant, bah, l'information, la data, en gros, elle existe dans le logiciel, plutôt qu'effectivement de devoir tout retraiter. Bah, l'idée, c'est déjà d'avoir effectivement une fabrication d'éditions, qui vont permettre de je vais prendre un exemple, hein, mais qu'on a effectivement régulièrement. Moi, j'ai besoin de ressortir, voilà, toutes les personnes, je sais pas, qui ont été en alors on va plutôt être, optimiste, j'allais dire en maladie, qui ont été en congé, voilà, sur les 6 derniers mois. Et ben, voilà, l'avantage d'une solution, c'est que d'un clic, c'est une édition, un exemple, hein, qui va permettre de Mmh. faire ça. Ça, c'est une édition standard. Après, on peut avoir des indicateurs plus intéressants, du suivi d'absentéisme, identifier par exemple toutes les heures supplémentaires qui ont été faites et donc ce reporting-là, quand on commence à aller de plus en plus dans le détail, peut permettre à avoir par exemple des critères bien définis pour calculer, vous voyez, une prime d'assiduité ou effectivement de pouvoir effectivement faire des tableaux croisés, des choses comme ça. Et c'est là où est tout l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'une fois que l'info est à jour et existe dans l'outil, bah, on peut triturer après le système parce qu'on peut créer effectivement ces éditions personnalisées, généralement c'est le cas, hein. Et puis voilà, ça c'est le reporting un peu niveau 1. Le reporting niveau 2, c'est moi, j'arrive en fin de période de paye, en fin de mois, fin de période de paye. À un moment donné, j'ai tout le calcul qui a été fait par le logiciel, bien sûr avec vérification, hein, parce que c'est pas parce qu'on met un logiciel que bien sûr il faut enlever le volet vérification. Et donc, j'ai besoin moi de gagner du temps à ce niveau-là. Comment ça se passe? Bah, l'idée, c'est de pouvoir connecter l'outil de gestion de temps à une solution de paye pour pouvoir en fait tout simplement exporter un fichier de la plateforme en fait, de gestion de temps avec intégration directe en fait dans la paye. Voilà, comme ça on évite la ressaisie, ce qu'on appelle des EVP, des événements variables de paye, par rapport et ça c'est vraiment un des points clés aussi maintenant, des solutions, hein. C'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau quoi, voilà si je devais le Mmh. schématiser. Ça Mmh mh. nécessite évidemment que l'outil soit utilisé à jour et que tout le monde joue bien le jeu dessus. Mais ça, c'est vraiment là où, bah, comme parlait Gaël effectivement de gain de temps par rapport à certaines tâches, récurrentes, bah, la ressaisie de variables de paye, c'est vrai que quand on enlève cette partie-là, en moyenne, nous sur les entreprises, certains disent que ça fait gagner entre 2 et 3 jours, hein. Voilà, en moyenne, hein. OK. Ah oui, Donc c'est pas négligeable, ouais. OK, très clair. Je vois pas forcément de réaction dans le chat. Est-ce qu'on peut du coup peut-être enchaîner, en toute logique sur, bah, les bénéfices, tout ce qu'on y gagne, même si tu l'as déjà un peu évoqué là pour le coup, mais ça fera écho avec ce que tu viens de nous partager? Oui, bah, là, disons que c'est vraiment un récapitulatif, un petit Mmh. peu, voilà, vous laisser le temps de lire tout ça parce que l'idée, c'est pas de 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 relire tout ce qui est indiqué là, c'est les principaux points alors qui sont établis un peu en 4 gros blocs, hein. C'est le gain de temps, la fiabilité, la souplesse et les interfaces. C'est vraiment, voilà, ce qu'apporte
de façon concrète les outils de gestion de temps. Je vais juste me permettre de faire un petit point sur des choses dont j'ai peut-être moins parlé et qui sont aussi là Mmh. directement mis dans ce slide-là. C'est l'adaptabilité aux besoins spécifiques de l'entreprise. Parce que c'est ça où en fait où la gestion de temps, à un moment donné, elle a cette capacité de se dire oui, il y a bien sûr un socle réglementaire qui est intégré dans un outil de gestion de temps, mais après, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Des règles d'usage, des cas particuliers, des accords d'entreprise, plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, des héritages aussi du passé, hein, de certains contrats, etc., bah, qu'il va falloir à un moment donné intégrer dans l'outil et qui peuvent aussi à l'instant T, sans outil, prendre beaucoup de temps parce que vu que c'est pas centralisé et que même des fois la connaissance, elle est presque qu'à 1 ou 2 personnes seulement de l'entreprise, bah, du coup, c'est tout ce temps indirect généré qui fait que des fois, bah, voilà, on s'y perd un peu. Alors que quand on adapte une solution, qu'elle est correctement paramétrée et que donc, in fine, on a de l'automatisation de ce type de calcul, bah, c'est ce qui va permettre de sécuriser, de pérenniser sur le long terme tout ce volet RH, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi un point important. Et puis après, bien sûr, les outils sont là pour être en alerte. Par exemple, sur de la conformité légale, voilà, un Mmh. outil peut vous dire: «Attention là, sur cette semaine, vous avez quand même planifié plus de 48 heures». Donc voilà, par exemple, c'est un exemple que je prends, où effectivement, il va être un outil d'aide à la décision. Voilà, donc il peut aider D'accord. aussi à certaines décisions au niveau du planning, au niveau de plein d'éléments parce qu'on a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de vraiment, faire une planification plus claire, de l'outil, quoi. Voilà, pour un peu préciser par rapport à ce qu'on avait dit précédemment. Bon, on a perdu Gaël entre-temps, mais je pense qu'il C'est peut-être il moi va qui l'ai revenir. perdu, hein, j'espère que je n'y suis pour rien. Et j'en profite, je rebondis. À Catherine qui dit: «Qu'en est-il du suivi des salariés au forfait?» Alors oui, effectivement, très bonne question. Alors je peux témoigner moi-même, hein. Voilà, bon Gaël n'est pas Ah. là, mais je peux témoigner moi-même étant salarié effectivement au forfait. Alors c'est vrai que moi sur mon espace en fait salarié, j'ai, effectivement un entre guillemets «un onglet», un menu qui est un petit peu différent, on va dire d'un salarié sur une typologie forfait heure. Dans le sens où en gros moi toutes les semaines alors moi je me le suis organisé par semaine, voilà, après certains ça peut être mensuel, à la journée et ça c'est une organisation interne. Je vais en fait venir via ce menu indiquer au logiciel, bah, lundi, j'ai travaillé sur la journée, mardi, j'ai travaillé peut-être que M ou après-midi. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir ce suivi-là qui se fait au fur et à mesure. Après, in fine, en fait, il n'y a pas vraiment, moi, de validation semaine par semaine. Je m'auto-déclare Mmh. là-dessus. Sauf, par exemple, quand je viens déclarer que j'ai travaillé un samedi, un dimanche. Alors, ça m'arrive quand même assez peu, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà. Et là, il faut mettre un commentaire obligatoire, tout ça. Donc, et l'idée, en fait, bien sûr, derrière ça, c'est de pouvoir nous saisir l'information et après derrière de pouvoir avoir un suivi, du compteur de forfait jour. Alors là, c'est pareil, hein, vous voyez le compteur de forfait jour, il peut être sur une base, classique, 218 jours, hein, pour parler, avec des chiffres précis, mais en fait, dans plein de cas de figure, selon les entreprises, ça peut être variable. Mais vraiment l'idée, c'est qu'il y a un espace spécifique et ce menu-là ne serait pas accessible pour les autres salariés pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà, c'est D'accord, comme OK. quand il y a une gestion, par exemple, des RTT, bah, certains en ont pas. Donc tout ça, bien sûr, dans l'outil, Mmh. donc ça va permettre de pouvoir le scinder, quoi. Mmh mh. Très clair. Très bien. Du coup, Gaël, re-bienvenue parmi nous. Oui, pardon, j'ai eu une interruption, involontaire du programme. T'inquiète, ça arrive. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder, Jean-Philippe, sur les bénéfices ou est-ce qu'on a tout balayé? Dis-moi. Disons que par rapport effectivement au slide d'avant, j'avais déjà un peu évidemment comme Mmh. toujours, j'avais un peu anticipé. Donc voilà, derrière effectivement, il y a toute cette partie aussi sécurisation de données qui est quand même un point important. Je vais juste mettre un petit point aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'apporte aussi un logiciel? C'est qu'il trace la donnée. Donc, on sait qui a fait quoi dans l'outil. Et ça, c'est quand même un point qui est important parce que quand il n'y a pas de digitalisation, bah, des fois, quand il y a une erreur, alors l'idée, c'est pas de trouver toujours le bloc émissaire, mais on n'a pas de moyen de savoir qui a fait quoi des fois. Parce que forcément, ça n'a Mmh pas mh. été tracé. Là, je veux dire, s'il y a un élément qui a été positionné ou qui a été modifié dans l'outil, tout est tracé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc ça enlève tout les quiproquos. Quand on se dit mais qui a fait quoi, on perd pas de temps, on sait qui l'a fait. Et deuxième point, voilà, c'est toute la sauvegarde et la protection de données que va faire un outil. Parce qu'évidemment, il y a des sauvegardes régulières, il y a aussi une historisation des données, et notamment des fois en cas de litige avec certains salariés.
c'est sûr que ça peut arriver. Bah, on historise effectivement des données sur, les 5 ans en arrière, notamment quand il est parti aussi et donc forcément ça permet d'avoir cet appui-là, de l'outil, et forcément encore une fois de ne pas devoir aller chercher, dans multiples, onglets Excel ou papier, même si moi, en soi je n'ai rien contre Excel, hein, on l'utilise aussi, hein, mais c'est sûr que voilà derrière c'est ce qu'apporte, l'outil, hein. Mmh. Mmh. Très, très clair. Et alors, bon, bah, aujourd'hui, on a quand même une audience, RH. Donc, le but, c'est aussi, peut-être, Gaël, d'avoir, ton propre retour Oui. d'expérience et c'est intéressant parce que tu disais que tu as connu un peu les 2 écoles. Alors, pour Oui. répondre largement à la question, pourquoi c'est important pour les RH, pour les DRH? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision et ton expérience? Mmh. Bah, quand on passe à une solution digitale, on va pouvoir amener une partie de l'équipe RH sur les, je veux dire, sur les vrais sujets ou les bons sujets. Ça veut dire qu'on va un peu plus quitter ce mode saisie, ressaisie, correction, récupération, compréhension des données qui sont erronées ou pas. Donc, on a un vrai gain de productivité. Et donc, on va passer d'une action, enfin d'un temps de production, enfin de récolte et de production et éventuellement de ressaisie, à un temps consacré au contrôle et au suivi des temps. Donc c'est majeur, hein, ça rejoint le sujet que j'abordais tout à l'heure de notre obligation légale, hein, de conformité au quotidien, et je ne parle pas des cas qui terminent parfois en litige et au prud'homme, où effectivement le sujet des temps peut être un sujet qui vient en complément d'un litige central. C'est parfois le bonus que les avocats savent pertinemment exploiter si y a matière, quand on n'est pas bien outillé ou pas bien préparé. Et donc, ça, ouais, je disais, ça vient libérer du temps pour les équipes, pour des missions qui ont plus de valeur ajoutée. Mmh. Et surtout, ça va nous donner, le fait d'avoir digitalisé, nous apporter un vrai plus pour nous aider à prendre des décisions et les prendre dans un temps beaucoup plus court. Je pense notamment à la gestion des effectifs par rapport au volume et à la volumétrie de temps qui est réalisée. On peut avoir, selon les métiers et les activités des uns des autres, des décisions à prendre sur des renforts ou des réductions d'effectifs, intérim ou autres, Mmh. hein. Et on va avoir aussi du temps qui va être consacré à l'analyse des coûts, ce qui est plus difficile et beaucoup plus laborieux lorsqu'on n'a pas digitalisé cette partie-là. Et tout ça, ça va après susciter, quand on parle de coûts, à valoriser la fonction RH, à générer, demander, y avoir du coup un peu plus voix au chapitre parfois sur des demandes de report, de BI, qui sont en général quand même en premier lieu consacrées à la finance, ce qui est normal, et la partie RH vient parfois après. Là, Mmh. lorsqu'on commence à avoir des données qui tournent autour des coûts liés au temps, on est encore un peu plus écouté. Et du point de vue salarié, en digitalisant, on va aussi clairement avoir un plus du côté de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les frustrations, les doutes, les questionnements initiaux vont être un peu plus gommés. On va rendre les salariés plus autonomes et on va les responsabiliser, parce qu'une partie de l'action de saisie des temps, c'est de leur chef, de leur ressort. Une partie de l'action de contrôle, ça peut être du point de vue de la RH, des services centraux, ou aussi du manager, qui retrouve son rôle et son juste rôle dans le process et dans le workflow. Donc on les rend plus responsables. Enfin, clairement, moi, je trouve qu'on vient apaiser des sujets qui sont source de temps et d'agacement. On vient apporter un peu de sérénité là-dessus. Et je ne parle pas des évolutions du temps de travail qu'on a connu ces dernières années, hein, autour du télétravail, autour du sujet très central d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Là, l'entreprise prouve qu'elle a mis elle a mis des moyens pour justement réguler et s'assurer qu'on est clair sur le temps de travail versus le temps personnel. Il y a moins de zones de flou qui est parfois, je ne vais pas dire encouragé, mais qui n'est pas traité et qui suscite parfois un peu de défiance vis-à-vis de ce que l'employeur attend réellement du point de vue du temps de travail. Lorsqu'on a un outil, les choses sont claires. Le manager a un Mmh. rôle, le salarié a un rôle, on sait vite
on s'évite des débats qui sont pas très agréables, voilà, pour personne. Et pour moi, au global, hein, tout ça, de fait, ça vient contribuer à la qualité de vie au travail. Un peu plus de sérénité dans les relations sur des thématiques. Après, Gaël, on est d'accord que il y a l'outil, mais c'est aussi dépendant de l'utilisation de l'outil. Parce que je te dis Oui. ça parce que moi, j'ai connu un contexte où on avait, cette fameuse, badgeuse, où tout le monde dépassait son temps de travail, c'était affreux. Il y avait un épuisement global, mais derrière ça, il se passait rien. Il y avait pas de d'action qui suivait. Et en revanche, j'ai connu un autre contexte, en cabinet, RH où on avait donc une solution GTA où chaque semaine, on reportait voilà, nos missions, le temps qu'on y a passé, etc. Et ma manager, alors après, c'était peut-être sa décision à elle, à son échelle à elle, mais régulièrement, quand elle voyait que ça dépassait, que je faisais plus d'heures que ce qui était prévu, bah, elle se posait avec moi, elle me disait: «Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se Oui. fait? Est-ce qu'il faut que je t'allège sur ça? Est-ce que c'est trop?» Est-ce que il y avait une vraie, réflexion derrière et du coup, effectivement, là, je retrouvais ce que tu décris toi sur l'impact, sur la QVT, alors que dans le premier contexte, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Ouais, ouais. Et après, c'est aussi, et ça, le rôle des RH ont aussi évolué là-dessus, je trouve, ces dernières années. Hein, c'est que, certes, le manager peut avoir l'initiative de se dire là, il y a une surcharge, il y a une charge de temps, en tout cas, donc on va chercher à comprendre. Mais aussi, la RH a la vision de l'ensemble. On peut aussi voir qu'il y a une cohérence d'ensemble sur des équipes, des métiers, sur différents services, différents sites qui seraient tous, effectivement, à un moment donné, en temps qui dépasse la normale ou l'habitude, ou si on a des phénomènes plus locaux, ce Mmh. qui peut venir après aussi nous amener, nous, côté RH, à venir chercher un peu à comprendre ce qui peut se passer et pourquoi on a une anomalie sur tel site pour un même métier qu'on n'a pas par ailleurs. C'est Mmh. parfois aussi un indice, quelque part, d'autres difficultés de salariés ou de management, clairement. Mmh. Donc ça Mmh. permet d'aller beaucoup plus loin que le traitement des éléments variables de paye mensuels. Ouais, l'outil vient, soutenir, voire renforcer la posture, RH. Ça vient soutenir et ça permet d'étayer un peu des sujets d'analyse comme l'absentéisme. Effectivement, si Mmh. on a Mmh. du temps, des charges de temps conséquentes, on peut s'attendre éventuellement à ce qu'on ait à un moment donné un absentéisme qui se déclenche de manière plus importante sur ce périmètre. Mmh. OK, c'est passionnant parce qu'on part d'un outil et ça soulève tellement de sujets, autour, enfin, qui concernent les RH, donc c'est plutôt intéressant et alors, on va faire un bond dans le futur et demain, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe demain? Alors on parle beaucoup d'IA et peut-être que tu vas pouvoir nous apporter tes éclairages, Jean-Philippe, mais voilà, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Bah, alors, déjà, il faut savoir que le futur est quand même en partie le présent, parce qu'effectivement, il faut le dire, les outils, quand on sort effectivement du fonctionnement, dont on a parlé, précédemment, bah, finalement, ils peuvent aller aussi maintenant, déjà, certains beaucoup plus loin. Alors, c'est vrai que l'essor de l'IA et l'analyse prédictive va encore plus effectivement faire évoluer, mais historiquement, bon, je vais prendre un cas de figure. C'est vrai que chez Euroquartz, on a un système, par exemple, de planification qui existe depuis des années avec un moteur vraiment qui était un peu dans les prémices et qui est un peu similaire à ce qu'on pourrait appeler de l'analyse prédictive, peut-être pas IA, mais analyse prédictive. En gros, c'est bah, maintenant des outils qui permettent de faire de la planification, ce qu'on va appeler sous contrainte. C'est un peu du planning à l'inverse. C'est-à-dire que pour des entreprises qui ont des grosses problématiques de construction de planning, on va partir en fait des besoins par poste, par salarié, par service, des compétences, des habilitations et en fait, finalement, la machine va faire des propositions, dans le contexte évidemment, de toutes ces, contraintes qu'on aura définies. Bah, des propositions en fait tout simplement de planning pour rentrer dans les cases et assurer dans ces établissements. Alors ça peut être de l'établissement parce qu'il est ouvert 24/24, ça peut être de l'établissement parce qu'on est vraiment dans des secteurs très particuliers où il faut toujours un minimum de temps de personnes sur une ligne de production, ou ça peut être dans le retail, voilà, sur un magasin ou quoi que ce soit. Et donc là vraiment l'outil, ils sont déjà en capacité de pouvoir prédire et analyser tout ça. Après, qu'est-ce que va apporter l'IA? Bah, c'est encore plus de données qui vont permettre presque d'être dans de l'anticipation au niveau de certaines absences. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même un petit peu le but, et encore plus pouvoir optimiser les plannings pour arriver encore à des degrés de proposition de planning qui seront même faits en temps réel,
ajustable en temps réel et ça, c'est vraiment effectivement un point qui est important. Même si bien sûr, voilà, c'est des choses qui sont déjà quand même bien avancées sur les éditeurs, hein. Voilà et donc l'intégration avec les autres systèmes RH API, bah, c'est de se dire à un moment donné, une fois qu'on sort de ce côté très, intéressant des interfaces vers la paye, bah, finalement les données qui se trouvent dans un outil de gestion de temps peuvent aussi servir à d'autres types de systèmes qui vont être intégrés, même des systèmes un peu plus ERP, enfin tout système, hein, des fois, voilà. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, nous, on a des interfaces qui se font avec des logiciels intérim. Voilà, parce que ça aide à pouvoir envoyer, par exemple, dans un sens ou dans l'autre, les heures, effectuées. Ça peut être effectivement pour un ERP qui gère, tous les métiers, par exemple, de consultant. Bah, ils ont tout planifié dans leur agenda, au niveau de l'ERP et ils ont besoin de récupérer Mmh. simplement les absences de la gestion de temps pour pas avoir à les ressaisir ou chose toute simple, hein, on utilise tous, ou presque, hein, évidemment dans les entreprises, souvent en tout cas un calendrier Outlook. Ma demande est validée, plutôt que de moi la ressaisir pour dire: «Je suis absent, ici», et ben, effectivement, c'est l'outil, une fois que c'est validé, qui va le mettre directement sur le calendrier Outlook. Mmh. Ça, c'est des vrais côtés pratico-pratiques de ce que peut amener, l'outil de gestion de temps. Et donc voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi potentiellement après aller sur de la BI. Voilà, si à un moment donné, on a de la donnée, ben, on peut l'interconnecter avec du Power BI pour avoir vraiment là de triturer un peu, voilà, la la gestion de temps un petit peu dans tout ce qu'elle peut apporter comme données, quoi. Voilà. Et dernier point, donc l'importance de la cybersécurité, bah, c'est toute cette, nouvelle ère de logiciels qui tendent à bien sûr, proposer du cloud. Alors ça pour pas mal de raisons. Déjà parce qu'effectivement la réglementation en France, elle est assez stricte, donc ça permet d'avoir quand même des garanties, pour des solutions cloud assez claires, hein, sur, l'hébergement des données, la localisation et puis toute la sécurisation des données, derrière. Pour donner quand même 2 chiffres, hein, qui peuvent montrer l'importance de la cybersécurité de façon globale. Il faut savoir une chose, c'est que IBM, par exemple, en 2023, estime à 1000 milliards, hein, de dollars, l'impact des cyberattaques au niveau mondial, évidemment. Autre stade, par exemple, qui est sorti récemment, les collectivités. Donc tout ce qui est collectivité, établissement public. Ben, on estime que sur les Ah, 12 bah, derniers on a mois, Anthony dans l'audience qui va être voilà, intéressé. donc je ne sais pas si je vais le rassurer, mais il y a une collectivité sur 10 qui a été cyberattaquée sur les 12 derniers mois. Et D'accord. pourquoi principalement les collectivités? Bah, je vous l'espère pas, hein, Anthony. Voilà. C'est qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les collectivités, historiquement, et c'est pas du tout, critique, au contraire, hein, parce que beaucoup de logiciels n'ont pas forcément été basculés sur du cloud et sont en fait installés en local. Voilà et donc forcément, les failles sont peut-être un petit peu plus Mmh. importantes du fait que selon le niveau effectivement, bien sûr, de la collectivité, parce qu'il y en a qui sont très, très focalisés sur la cyberattaque, mais c'est aussi une question de budget à gérer en interne, parce que ça coûte cher aussi d'entretenir les serveurs, tout ça. Bah, forcément, ça va être des cibles qu'on va appeler un peu plus faciles. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de piratage des fois dans des centres hospitaliers, des choses comme ça. Après, bien sûr, maintenant aussi, les nouvelles méthodes voilà, de cyberattaque sont quand même assez poussées, hein, j'ai envie de dire que c'est très poussé. Mais en tout cas, voilà, l'importance du cloud aussi dans les systèmes, c'est ce qu'on essaye nous aussi de justifier vis-à-vis des clients, c'est de se dire, voilà, le cloud, ça vous amène des mises à jour intégrées, ça vous amène effectivement donc toujours une version à jour, une dernière norme de sécurité. Et donc, c'est cette importance-là qui est aussi importante pour nous de mettre en avant. L'avantage qu'on a avec la gestion de temps, c'est qu'on est peu cyberattaqué parce qu'on va pas avoir des données non plus ultra sensibles comme pourrait l'avoir un Mmh. logiciel de paye. Voilà, il y a eu Et oui. encore des cas là bah, ne serait-ce que cette semaine de piratage, de clients Auchan, voilà, via la carte fidélité ou des choses comme ça. Enfin, il y a eu, Free évidemment, dernièrement. Mmh. Nous, c'est Mmh. vrai que sur la gestion de temps, on reste quand même sur des données, assez simples. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas Mmh. les premiers, premiers à attaquer, mais bon, on est très, très, très vigilants, tous les éditeurs, là-dessus, hein. Mmh mh. C'est un sujet central. Très bien. Beh, écoute, je pense qu'on a fait une bonne revue du futur et même le futur qui est déjà présent. J'ai pas forcément vu de questions, dans le chat. Alors il y avait Isabelle tout à l'heure, je crois que j'ai loupé celle-là par contre, qui nous demandait comment ça fonctionne pour la gestion des activités. Je pense que c'était, au moment où tu Le parlais, fameux de la de GTA. digitalisation. Oui, Voilà. alors bon, je vais essayer de faire le plus, simple possible parce que là, on va rentrer dans Vas-y. un sujet entre guillemets «un peu technique» Non. parce que
La gestion d'activité est un sujet assez large. En fait, on va dire que la gestion d'activité peut être découpée en deux modèles. On va appeler, enfin, après, chacun a ses termes là-dessus, mais il y a la gestion d'activité entre guillemets simple qu'on pourrait apparenter à de l'analytique et de la gestion d'activité, ce qu'on va appeler un peu complexe. Alors, c'est quoi la différence? Premier cas, je veux travailler sur de l'analytique, donc l'activité simple, c'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir le salarié de telle heure à telle heure ou combien d'heures dans la journée il a travaillé. Ça peut être sur une activité, ça peut être sur un client, un projet, etc. pour avoir effectivement tout simplement de la valorisation de temps par rapport à l'activité passée. Et donc ça peut être géré par deux façons. Soit on reste sur un déclaratif de la part du salarié, soit le salarié n'a pas accès, donc c'est le manager qui le saisit pour lui. Donc là, on reste dans du manuel. Soit dans certaines typologies de clients, donc ça, on va plus être dans un domaine industriel. Des fois, il peut même avoir, vous savez, alors, c'est des douchettes. On a des codes barres et en fait, tout au long de la journée, une fois qu'il a fini l'activité, il vient badger sur un code barre pour dire voilà, j'ai fait 2 heures de fraisage, 2 heures de ci. Bon, quand on est dans un contexte, ça peut être dans d'autres contextes aussi. Ça, effectivement, derrière, c'est vraiment une logique, ce qu'on va appeler analytique. L'activité, c'est quand vraiment, effectivement, les clients vont dire bon, là, un niveau, moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'un niveau 1, c'est le client ou c'est le projet, un sous-niveau qui va être effectivement le type de tâche qu'il a fait, et un troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau. Vous voyez, ça peut vraiment après être un peu en escalade parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une finesse exacte du temps passé. Ça peut être au quart d'heure, à la demi-heure. Ça, par exemple, nous, c'est presque demandé systématiquement, souvent dans les laboratoires de recherche, parce qu'en fait, vu qu'ils ont aussi des subventions, c'est lié en fait à vraiment une recherche de pouvoir justifier, de dire voilà, tant de temps a été passé parce que derrière nos D'accord. subventions aussi en découlent. Donc voilà en fait pour schématiser rapidement en fait ce qu'on peut effectivement définir comme l'activité, quoi. Voilà, Et de ensuite, façon assez rapide. sur le volet, du coup, bon, je pense que ça, c'est vraiment du cas par cas. On vous invitera à contacter, Roquart si jamais vous voulez, avoir des Avec précisions plaisir, sur ce sujet. on vous Et donnera puis, toutes les infos. une idée, à peu près une moyenne du délai que ça prend pour implémenter une solution GTA, dans son entreprise, pour une PME, par exemple, tu as une idée? Oui, 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 j'ai une idée, oui, effectivement. Alors, en moyenne, quand le dossier démarre, 3 mois. Voilà, c'est une moyenne 3 effectivement mois, constatée. OK. Là, je parle vraiment pour les PME. Après, dès qu'on va être sur ETI, on va être peut-être à 6 à 12 mois parce que forcément, il y a quand même un peu plus de salariés et des fois un peu plus de complexité. Et puis, grand C'est compte, plus bon, là, complexe, ça est ouais. vraiment sur mesure parce que ça dépendra de chaque projet. Après, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que anticiper, c'est vraiment le mot que je donnerais parce que plus on prend de marge, je veux dire, là, par exemple, si on devait se positionner sur une mise en place au 1er janvier, c'est intéressant, par exemple, de commencer même un peu avant les vacances parce que la fin d'année étant très chargée, on sait que Bien forcément, à un sûr. moment donné, pour mettre en place un outil, on va avoir des formations, on va avoir Ouais, des audits, ouais. on va aussi, vous l'avez très justement dit, tu l'as très justement dit tout à l'heure, des fois en audit, on va amener des questions qui vont devoir être revalidées en interne Mmh. parce qu'on va se rendre compte qu'entre services, la gestion de certains cas n'était pas la même. Donc du coup, on va devoir assainir un peu certains modèles parce que des fois, on l'a pas forcément prévu avant. Après, Mmh. voilà, c'est un délai moyen de 3 mois constaté pour une PME. Ouais. C'est la moyenne qu'on voit, hein. Très bien, très clair. Peut-être un petit mot pour conclure, parce qu'on arrive au bout de ce webinaire. Gaëlle, est-ce que tu veux te lancer? Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a peut-être pas pu Non, aborder? Ou on est-ce a que abordé tu veux... beaucoup de choses. Effectivement, après, Jean-Philippe pourra compléter sur des questions qui peuvent venir en complément. Mais non, moi, on va dire forcément, je suis DRH chez Euroquartz, donc j'ai qu'un seul avis. Mais, mais j'ai connu d'autres solutions par ailleurs. Et en tous les cas, effectivement, l'apport avant-après, il est clair, hein. Il est clair, on a un vrai gain. On a un vrai gain et ça vient aussi contribuer au changement d'image caricaturale parfois qu'on peut avoir des équipes RH. Voilà, Mmh. administratives, etc. Mmh Euh, mh. non, c'est pas que ça. Il y a une vraie plus-value qu'on sait apporter et la gestion des temps, c'est une très bonne porte d'entrée, un très bon axe pour venir valoriser la fonction RH. Très clair. Et je pense que c'est aussi, ça rejoint ce que tu disais sur la slide, pourquoi les DRH ont un intérêt à prendre ce genre d'outils en main, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, ça renforce cette posture, Oui.
RH, c'est très juste, ouais. Oui, les grandes attentes d'aujourd'hui des salariés, c'est quand même équilibre vie pro, vie perso, QVCT, autonomie autant que possible. Donc là, avec des outils de ce type-là, on vient contribuer clairement sur ces axes-là. Très bien. Et alors, Jean-Philippe, si tu as un mot de la fin, puis peut-être au passage, je vois que Cédric pose une question et peut-être que tu peux nous éclairer, combiner ton mot de la fin avec une réponse à sa question, la différence entre une solution de paye et une solution de GTA. Alors après, l'idée, c'est pas de mettre en opposition la gestion de temps et la partie paye. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si on prend le cas de Roquars qui existe depuis 1971 et qui est vraiment spécialisé dans la gestion de temps, par exemple, Roquars ne fait pas forcément de gestion de la paye. Alors, l'idée, c'est pas simplement de m'arrêter là pour faire sa propre conclusion, c'est pas ça, c'est que, en fait, la gestion de temps proposée par la paye, souvent, en tout cas régulièrement, on va être plutôt effectivement souvent sur certaines briques de la gestion de temps. Mais dès lors qu'on va aborder des sujets un petit peu plus liés au réglementaire, c'est là où effectivement des solutions de gestion de temps des éditeurs historiques vont permettre de pouvoir aller plus loin dans cette complexité-là. C'est pas des fois même sur le fonctionnel, parce qu'une solution de gestion de temps, elle peut sur le papier vous proposer bien sûr un espace pour les salariés ou voilà des éléments qu'on a vus évidemment précédemment, mais certaines, vous voyez, proposent pas de badgeuse. Certaines, voilà, quand vous allez parler de sujets comme la modulation du temps de travail ou un accord vraiment spécifique, même si on pourrait se dire finalement c'est déjà géré en paye, quand on doit le faire en gestion de temps et le transposer, c'est quand même différent. Et puis forcément, après, on a ce côté aussi l'après. C'est-à-dire que quand vous êtes avec une solution qui fait que de la gestion de temps, quand vous allez avoir des experts qui vont mettre en place votre dossier, un support headline, c'est vraiment dédié à ça. Alors que quand on est une composante d'une activité principale, le risque, c'est des fois, ça peut être un peu mis sur le côté à un moment donné, remis, et après, les clients peuvent en pâtir. Donc, il vaut mieux, moi, comme je dis toujours, avoir des solutions qui sont complémentaires, mais vraiment sur le marché, en tout cas, qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, que des fois, effectivement, de vouloir une solution tout en un, même si je comprends tout à fait pourquoi, mais qui aurait peut-être un des éléments qui serait quand même un petit peu en deçà et qui finalement après impacterait la globalité du projet, quoi. Voilà. J'espère que ça répondra à la question. J'espère. En tout cas, moi, il me reste à vous remercier. C'est un webinaire très riche. Il y a beaucoup de sujets sous-jacents, en fait, finalement, autour de la gestion des temps et de la digitalisation. Merci à vous deux. Moi, je vous retrouve très vite, puisqu'on a un prochain webinaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est mardi prochain, il me semble. C'est novembre, c'est la fin d'année. Je suis un peu fatiguée, ne m'en voulez pas. Mais vous allez avoir le lien qui s'affiche si jamais vous voulez nous rejoindre mardi prochain. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. On parlera marque employeur. Ça rejoint un peu ce que tu abordais, Gaëlle, tout à l'heure aussi, sur les effets, les bénéfices sous-jacents à ce genre d'outils. C'est aussi ça, c'est un impact aussi sur la marque employeur. Donc, vous voyez, on fait du lien entre tous nos sujets. Merci à vous tous d'avoir été aussi impliqués. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réactions dans le chat et c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à vous. Et puis, surtout, merci à vous deux, Jean-Philippe et Gaëlle. C'était top de vous avoir. Merci pour ce moment. Et puis, merci à tout le monde pour votre présence. Et puis, très bonne journée à vous. Avec plaisir, merci. Merci. À bientôt. Bonne journée. À bientôt, Gaëlle. Et à bientôt.